Bonjour et bienvenue à Art Top TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans mon émission C'est quoi le problème Géraldine Hornberg, membre de la coordination nationale de l'Union juive française pour la paix. Bonjour Géraldine. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Nous allons parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien, mais essentiellement des répercussions qui peut y avoir en France. Mais avant de commencer, j'aimerais, s'il te plaît Géraldine, que tu puisses présenter l'UJFP et ses actions. Ok. Donc, l'Union juive française pour la paix est une association porteuse d'une parole juive antisioniste, puisque le sionisme est un projet colonial politique de remplacement d'une population par une autre. Et donc, nous sommes des décoloniaux. On s'oppose à la colonisation, à l'occupation, au régime d'apartheid. Et on est aussi pour le droit au retour de tous les réfugiés palestiniens et palestiniennes. Notre association a 30 ans. Nous sommes devenus clairement anti-sionistes il y a peu, en fait, même si on a été toujours opposés et critiques vis-à-vis du sionisme. Donc depuis 2022, dans notre charte à l'UJFP, on se déclare clairement anti-sioniste. Nous sommes aussi une association antiraciste politique. J'insiste bien sur le terme de politique, c'est-à-dire que à l'UJFP, nous estimons qu'il faut lutter contre tous les racismes, contre l'antisémitisme, l'islamophobie, la négrophobie, l'antitséganisme, le racisme anti-asiatique, qu'on ne doit pas les hiérarchiser et distinguer l'antisémitisme des autres formes de racisme, puisqu'on ne peut pas se permettre de dire on lutte contre l'antisémitisme sans lutter contre l'islamophobie. On est aussi une association qui travaillons aux côtés des sans-papiers en France. Donc, on a beaucoup de camarades qui sont à la marge des solidarités. Au niveau de la Palestine, ça fait des années qu'on travaille en lien avec les Palestiniens et les Palestiniennes, notamment à Gaza. On essaye, c'est toujours difficile, mais on essaye, on se fait un point d'orgue par rapport à ça, de pas agir en white savior. C'est-à-dire que nous, on travaille à la demande des Palestiniens et des Palestiniennes. Et c'est pour ça que depuis 2016, à Gaza, nous avions donc une antenne avec un correspondant à Gaza pour la création d'une pépinière et d'un réservoir d'eau, puisque la question de l'accès à l'eau et à l'autosuffisance alimentaire est une question primordiale à Gaza. Et donc on collecte des fonds, on a un correspondant, on a beaucoup de camarades qui allaient là-bas, et tout a été détruit. Donc on continue la campagne de dons pour d'autres actions aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu après, Très bien. pour le soutien psychologique. Les écoles aussi, parce que malgré ce qui se passe, il faut essayer de maintenir un tissu social à Gaza. Et c'est ce qu'on essaye de faire voilà, depuis un certain nombre d'années. Tu Voilà. avais aussi un appel à lancer aussi, si tu Ah oui, alors profites-en, si tu oui. veux bien. Alors un appel par rapport à BDS, c'est Oui, ça? tout Oui. à fait, oui. Alors Autant le faire maintenant, oui. puis après. Donc l'Union juive française pour la paix est cofondatrice de la campagne BDS France. Alors BDS, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne qui a été lancée en 2005 à l'appel de plus de 172 organisations, collectifs, syndicats palestiniens et palestiniennes. Donc c'est une initiative palestinienne au départ. Exactement, et c'est pour ça que c'est très très important pour nous, comme je vous disais, hein, le concept de White Savior. Donc nous, on relaie cette campagne BDS, c'est une campagne qui est internationale, qui a débuté en France en 2009. Alors je vais vous expliquer rapidement, hein, BDS, donc B comme le boycott. Boycott, c'est le boycott commercial, le boycott syndical, le boycott universitaire. Ce sont les Palestiniens et les Palestiniennes eux-mêmes qui nous envoient en fait les listes de marques ou d'entreprises à boycotter. Et ça, c'est primordial vraiment à suivre. Donc qui sont en lien avec l'économie israélienne? Exactement, et qui non seulement en lien, mais qui participent concrètement à l'oppression en fait des Palestiniens et des Palestiniennes. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, on a HP, Hewlett Packard, excusez-moi pour l'accent, donc c'est l'informatique, nos imprimantes. Eh bien, cette entreprise, elle, comment dirais-je, elle participe à la surveillance, donc à l'oppression des Palestiniens et des Palestiniennes par les checkpoints.
par les papiers biométriques. Donc, tout ce qui est surveillance, oppression, c'est HP. Donc, le boycott de HP, c'est demander donc en effet que HP, en boycottant HP, eh bien, qu'ils finissent par rompre leur contrat avec donc l'État israélien qui participe concrètement à l'oppression des Palestiniens et des Palestiniennes. Donc, c'est important. Alors, bien sûr qu'on a tous, hélas, ou pas, je sais pas, mais une imprimante. Vas-y, voilà. On en a parlé tout à l'heure. Alors, on va pas vous demander de jeter votre imprimante HP, hein, c'est pas ça. Mais si par exemple dans votre entreprise le parc informatique c'est HP, eh bien lors d'un renouvellement potentiel, eh bien vous demandez avec les syndicats, jamais seul, hein, vraiment, avec les syndicats, ne pas renouveler le contrat avec HP. Donc le boycott, c'est ça, boycotter des choses, un ciblage, et c'est ça qui est important dans la campagne BDS, c'est qu'il y a très peu de choses à boycotter, mais si on s'y met tous ensemble, la stratégie du BDS, c'est ça, c'est le ciblage, on cible énormément, tous ensemble, et c'est comme ça qu'il y a des victoires, j'en parlerai un petit peu après. Donc ça, c'est pour le boycott. Ça s'inscrit aussi dans le boycott syndical, le boycott culturel, hein, donc on va pas boycotter un artiste parce qu'il est israélien ou juif, mais par contre, si celui-ci est envoyé par l'État israélien, représente, c'est pour ça qu'on avait demandé le boycott, par exemple, de l'artiste israélienne qui participait à l'Eurovision, parce qu'elle représentait son État. C'est pas elle en tant qu'individu, c'est pas elle en tant qu'israélienne ou juive, parce que la campagne BDS c'est une campagne non raciste. Hein, ça aussi c'est très important de le dire. On s'attaque à tout ce qui va normaliser aussi l'État israélien. Tu veux dire un peu comme tu veux dire un peu comme les sportifs russes durant les Jeux olympiques. Exactement, voilà. Donc ça, c'est pour le B de boycott. Ensuite, il y a le D, le désinvestissement. C'est-à-dire qu'on demande aux entreprises internationales qui sont implantées dans les colonies, par exemple, de se désinvestir puisqu'elles participent de fait à l'oppression des Palestiniens et des Palestiniennes. Et c'est pour ça qu'il y a la grande campagne Carrefour en France. Donc Carrefour, vous avez sans doute entendu parler au tout début de l'offensive israélienne sur Gaza. On avait vu que Carrefour avait distribué des paniers repas à l'armée d'occupation israélienne. Donc ça, c'est un véritable scandale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Carrefour, en fait, depuis 2022, s'implante par des filiales dans les colonies. Et ça, c'est illégal. Donc c'est pour ça que la campagne contre Carrefour, elle ne date pas de l'après 7 octobre, mais c'est une campagne donc qui avait commencé à être lancée en 2022 parce que, encore une fois, les Palestiniens et les Palestiniennes nous avaient dit, voilà, vous voyez, là, ils s'implantent dans les colonies. Et donc ça participe aussi de, comment dirais-je, de l'oppression des Palestiniens et des Palestiniennes. Et ensuite, le dernier, c'est les sanctions. Donc, les sanctions politiques, économiques. Par exemple, on sait très bien que l'Union européenne a un accord commercial préférentiel avec Israël. Et donc, ce sont des sanctions que l'on demande depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est des campagnes qui sont longues, qui s'inscrivent dans le temps, mais qui sont gagnables. C'est ça aussi. Et parfois, on se demande en tant que citoyen et citoyenne. Vous avez déjà eu des victoires? Oui, on a déjà eu plusieurs victoires. On a eu déjà la victoire contre Orange. Il y a quelques années de ça. Donc ça, c'est grâce aux camarades de BDS Égypte qui ont permis que Orange, l'opérateur téléphonique, ne s'implante pas là-bas. Là, il y a Puma, l'équipementier Puma, qui était l'équipementier, le sponsor de l'équipe de football israélienne. Alors, ils n'ont pas renouvelé leur contrat, leur sponsoring, mais on sait très bien qu'il y a aussi, comment dirais-je, l'effet BDS, parce que on est entaché. Hein, on est entaché quand on sponsorise une équipe de football, sachant que le sport favori des soldats israéliens, de l'armée d'occupation israélienne, c'est de shooter les jambes des soldats, des footballeurs palestiniens. Hein, l'équipe palestinienne de football, hein, vous allez voir, il y a souvent des gens qui ont plus de jambes. Donc il y a eu ça comme victoire, et là on met en ce moment aussi le paquet sur AXA. Alors AXA, il y a une petite victoire, mais il reste encore un max de choses à faire par rapport à eux, parce qu'AXA, c'est aussi l'assureur des banques israéliennes. Donc là, ils ont décidé d'arrêter, mais ils continuent au niveau de l'armement. Donc nous, on tient des informations. Vous avez si vous avez des réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller consulter le site de BDS France. C'est vraiment très 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 important cette campagne BDS. On organise aussi des formations et peut-être que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous connaissez une de nos camarades qui s'appelle Monir Hamoun, qui est une camarade qui fait des formations, qui est très très active sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à regarder Monir Hamoun sur les réseaux sociaux. Elle publie énormément. C'est une militante depuis plus de 10 ans
Et c'est vraiment quelqu'un qui est toujours, qui renseigne, qui donne énormément d'informations. Et encore une fois, le BDS, c'est pacifiste, non raciste. C'est légal aussi, ça, parce qu'il y a eu des volontés de criminaliser l'action du BDS, en disant qu'on était des antisémites. Bah, vous connaissez les histoires, mais en fait, De toute façon, oui, le boycott des marchandises ou oui, des marchandises israéliennes en France a toujours été un peu criminalisé quand même, hein. oui, oui, il y a eu des procès, mais ils ont été gagnés. Mhm. Il y a toujours les circulaires Alliot-Marie et Mercier qui veulent incriminer le BDS, mais le droit français s'est fait retoquer par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était en fait, ça s'inspirait déjà de la lutte en Afrique du Sud, le boycott. Ensuite que c'est comment dirais-je, au nom de la liberté d'expression, la critique légitime d'un État. Et donc, on a le droit d'appeler au boycott, on a le droit de boycotter les choses. Et n'hésitez pas vraiment, c'est vraiment la stratégie du BDS, c'est tous ensemble, on cible, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est aujourd'hui, je pense que beaucoup, je reviens là-dessus, Très bien. on Puis est après, on passera à une peut-être, première question. pardon, ouais, on est Je t'en prie. beaucoup peut-être un petit peu désemparés en ce moment par rapport à la situation. Ce qu'on peut comprendre, puisque c'est de pire en pire, mais vraiment c'est un moyen d'action. Et encore une fois, ça vient des Palestiniens et des Palestiniennes et c'est primordial. Voilà, donc n'hésitez pas, BDS, boycott, des investissements, sanctions, vous en avez partout en France, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. L'appel Voilà. est lancé. Voilà. Alors, ma première question, Géraldine, c'est va, va, on va parler de la répression en France des soutiens à la Palestine. Au lendemain des massacres du 7 octobre, les soutiens à la lutte palestinienne sont devenus indéfendables, condamnables, voire interdites. On a bien sûr l'exemple de Mathilde Panot et d'autres, des étudiants, des intellectuels, des militants qui ont été suspectés d'apologie du terrorisme, si ce n'est pas d'antisémitisme. Tu as certainement, peut-être, je pense, été victime également de ces accusations, et ton association également. Concrètement, sous quelle forme se présente cette volonté d'intimider, de criminaliser ce soutien aux Palestiniens et pourquoi, selon toi? Alors en fait, pour mon association, en effet, nous avons eu une convocation pour apologie de terrorisme suite à une publication au lendemain du 7 octobre, qui pour l'instant n'a rien donné. Donc ni classement ni suite, nous attendons. En effet, comme tu le dis, plus le génocide, parce qu'on va utiliser les bons termes, plus les génocides s'intensifient à Gaza. On parlera aussi de la Cisjordanie, parce Oui. que ce qui se passe Je te là-bas demanderai aussi. pourquoi aussi Oui. tu parles de génocide concernant Gaza. Oui, et on tient sur ce mot. Mhm. Plus la répression en France, comment dire, s'accentue auprès des militants et des militantes. On a vu donc, par exemple, l'arrestation et l'interpellation chez elle d'Iman Marifi, cette infirmière qui s'est rendue à Gaza pour l'association Palmed. On a aussi, nous, parmi nos proches camarades, Yanis Arab, qui est un doctorant en histoire, qui lui aussi a été interpellé, alors lui pour apologie de terrorisme. Là, on a à nouveau un camarade avec qui on est en lien très souvent, Elias Ndizem, qui vient de passer en procès là mercredi. Alors lui, c'était pour appel à la haine. Alors pourquoi autant de répression? Bien, on est en France. En France, la France est un État colonial. Donc, on voit ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, on voit ce qui se passe en Kanaki. J'ai oublié de le préciser, mais l'Union juive française pour la paix est aussi en solidarité avec tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur autodétermination. Donc, comment voulez-vous qu'un pays qui est colonial ne soutienne pas un autre pays colonial? Parce que ce qu'il faut toujours avec ce sujet, Palestine, Israël, c'est contextualiser. Nous sommes dans un contexte colonial avec donc une volonté de la part d'Israël, mais aussi de tous ses alliés, parce qu'on sait très bien qu'Israël ne peut pas faire ce qu'il fait sans l'accord, le soutien des autres puissances occidentales. Eh bien, dans un contexte Essentiellement colonial, les États-Unis, en tout cas. les États-Unis, L'Allemagne. l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Hongrie, l'Argentine. On peut parler aussi des alliances un peu contre nature quand on nous traite d'antisémites avec des gouvernements qui sont clairement racistes et antisémites. Ça, on en reparlera aussi. Donc, c'est la volonté de criminaliser cette solidarité parce que ça en remet en question le fondement même
comment dirais-je, de ces accords et de ce que nous sommes, nous aussi, en France, en tant que pays colonial. Voilà. Très bien. Donc pour toi, c'est pas seulement, ou c'est pas du tout une affaire de, comment dire, troubles à l'ordre public, de peur de troubles à l'ordre public entre les populations d'origine maghrébine contre les populations d'origine juive. Ben non. Non, en France, non, c'est pas du tout ça. C'est pas pour calmer le jeu. C'est vraiment pour faire taire une voix dissidente ou une voix, oui, dissidente et ne mettre en avant qu'une parole officielle qui est celle de la défense inconditionnelle à Israël. Exactement. Et puis, honnêtement, pour avoir fait énormément de manifestations, dans les rassemblements, les prises de parole, les gens qui vont manifester depuis plus d'1 an, et même ceux qui manifestaient avant, euh, ils ont bien compris, hein. On est dans un contexte colonial. On n'est pas dans une guerre de religion. On n'est pas les musulmans contre les juifs. Les gens savent très bien pourquoi ils sont là. Et encore une fois, dans ces manifestations, nous sommes visibles. On est avec nos badges, avec nos banderoles, on se présente en tant que juifs. Moi, je ne me suis jamais sentie autant en sécurité dans les manifestations en soutien à la Palestine que dans d'autres dans d'autres lieux, en fait. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'antisémitisme est présent en France, hein. On ne va pas non plus enjoliver les choses, hein, comme l'islamophobie, comme l'antiziganisme, la négrophobie. On lutte contre. Et justement, nous, on pense que tout ce qui est fait pour, comment dirais-je, mettre un signe égal entre juifs et Israël participe à la montée de l'antisémitisme. Et encore une fois, ça n'a rien à voir. Le judaïsme n'a rien à voir avec Israël. Nous, on est, encore une fois, juifs, croyants, pas croyants, enfin peu importe, mais on n'a pas de rapport avec ce gouvernement sioniste, colonial. Et les gens, ils le comprennent. Ce que tu veux dire, c'est que c'est un combat politique. Exclusivement politique, de contextualisation. Et justement, et on le voit en effet, je pense que le gouvernement s'attendait justement à des dérapages. Ils attendaient que ça en fait, pour valider leur thèse du nouvel antisémitisme qui viendrait exclusivement des banlieues, des quartiers populaires, de l'immigration postcoloniale. Enfin voilà, vous voyez, et ben en fait, bah non. Non. Nous y reviendrons tout à l'heure sur cette question. Mais je voulais, pour que tu nous précises, en quoi Israël serait-il un État colonial et si c'est le cas, quand aurait-il été institué, pardon. Alors, depuis sa création, en fait, on ne va pas refaire tout l'historique du projet sioniste, hein, donc on est à la fin du 19e siècle, on a un monsieur qui est européen, Theodor Herzl, qui est le théoricien du sionisme, et qui estimait que les juifs et les juifs européens n'étaient pas forcément assimilables et devaient partir de là où ils étaient et aller s'installer dans une autre terre. Cette réaction a fait suite surtout au pogrom que les juifs avaient subi en Russie notamment. Exactement. Alors en effet, hein, parce que ça, il faudra aussi qu'on le martèle de manière assez importante, hein, l'antisémitisme est né en Europe, hein. La Shoah, les pogroms, c'est européen. Donc, il y a eu cette volonté, en effet, de créer un foyer national juif à un moment donné, suite justement aux persécutions que vivaient un certain nombre de personnes juives européennes. Et donc, s'était posé la question des territoires. Et les premières propositions, c'était l'Ouganda, donc vous voyez, aucun rapport avec la Palestine, l'Argentine même. Et puis au final, on arrive à la Première Guerre mondiale et on est aussi dans cette Europe coloniale, dans la montée des nationalismes. Et il y a le démantèlement de l'Empire ottoman. Voilà, qui se partage le. Voilà, et donc on a. Voilà, et puis on a, parce que tout n'a pas commencé en 47, hein, aussi ce qui va être le futur État israélien. Il y avait déjà des implantations comme ça, des mouvements sionistes qui s'implantaient en terre de Palestine, qui était sous domination britannique, hein, sous mandat britannique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que celui qui va promettre la terre, l'un des premiers qui va promettre une terre aux Européens juifs, c'est Balfour. Balfour qui est un super antisémite aussi, ce qui est très paradoxal, mais ça permettait
installer comme ça une extension européenne sur cette terre, ça permettait donc déjà d'avoir un contrôle. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, hein, l'antisémitisme très fort qui était en Europe permettrait aussi de se débarrasser des Juifs. C'était l'occasion. Donc, et c'est ça qui est aussi que les gens. Donc, Oui. un antisémite peut être sioniste, Ah bah oui, 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 puisqu'il oui, il favorise, oui, oui, il oui. favorise Ah l'installation bah oui, parce que c'est des c'est Juifs banco pour lui, sur la quoi. Palestine. Exactement, on se débarrasse des Juifs et De puis cette manière, voilà. c'est un peu cynique comme. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, puisqu'en effet, c'est. Et puis on le voit aujourd'hui, hein, tous les soutiens inconditionnels de l'État israélien, on a la Hongrie, on a des pays comme ça qui sont antisémites et même leurs dirigeants, enfin, c'est racistes antisémites. Donc on voit bien que l'un n'empêche pas l'autre, en fait, puisque c'est un projet colonial. Le sionisme est un projet colonial, suprémaciste et raciste. Et il suffit de lire les textes, hein, c'est la volonté de remplacer la population qui était présente sur place, hein, par une autre population. Donc voilà. Et donc, pour toi, aujourd'hui, depuis même plusieurs années, les Palestiniens vivraient une situation d'apartheid. Et je voudrais te demander comment cela se traduit sur le terrain. Alors, c'est pas pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Hein, c'est pas pour moi. Ce sont des rapports qui ne datent pas d'hier, hein, enfin d'hier, d'il y a un an. Hein. Donc on a le fameux rapport d'Amnesty International, pardon, qui a travaillé pendant plus de 4 ans à la rédaction d'un rapport. On a des associations aussi israéliennes juives comme B'Tselem qui ont publié aussi donc un rapport sur l'apartheid. Les Palestiniens utilisent ce terme depuis longtemps. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on le voit sur le territoire. Par exemple, on va parler des Palestiniens de Jérusalem. Donc de Jérusalem-Est. De Jérusalem-Est, exactement. Alors, par exemple, eux, ils peuvent pas faire leur service militaire. Si tu fais pas ton service militaire en Israël, tu vas pas bénéficier, par exemple, des mêmes droits, c'est-à-dire des droits universitaires, des droits au logement. On le voit pour les autres Palestiniens qui sont sur le territoire, les checkpoints. On peut pas circuler, on ne peut pas circuler librement en Palestine occupée, puisque tout est sous contrôle israélien. Que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, ah oui, c'est pareil. ou à Jérusalem-Est. Exactement. Donc tout est contrôlé, tout est encerclé. On le voit aussi, par exemple, il y a alors. Donc tu veux dire qu'il y a des routes spéciales pour les Israéliens et les colons, oui. et des routes pour les Palestiniens. Donc exactement. Ils ne se mélangent jamais. Exactement. Donc on a en effet cette comment dirais-je ce système de séparation, de ségrégation par rapport à son appartenance. Donc on est vraiment dans un régime d'apartheid, mais c'est pas le terme, je sais que choque énormément encore certaines personnes, mais tout est documenté. Puis là, il y a une résolution aussi à l'ONU, il me semble, qu'ils ont aussi reconnu l'état d'apartheid. Donc, et ça, les Palestiniens et les Palestiniennes, ça fait des années qu'ils le vivent, hein, donc, et qu'ils le disent. Donc, on est vraiment dans un régime d'apartheid, de séparation, de fragmentation. Après, on pourra parler de la fragmentation territoriale, mais en effet, les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens. Donc, on est dans un régime d'apartheid. D'accord, et certainement très très fortement en Cisjordanie, alors, je pense, puisque la Cisjordanie est occupée depuis 1967, si je ne me trompe, et que depuis cette date, des colonies légales se sont installées, puisque Israël, bien sûr, reconnaît la légalité de ces colonies, pas l'ONU, bien sûr, pas l'ONU et certains pays occidentaux ne le reconnaissent pas, mais cela n'empêche pas Israël de s'implanter de plus en plus en Cisjordanie. Maintenant, on en est à peu près à 5000 colons en Cisjordanie, avec à peu près 140 implantations. On sait qu'il y a aussi beaucoup de colonies dans le Golan. On n'en parle pas suffisamment, mais dans le Golan syrien, qui a été aussi conquis en 67, il y a beaucoup de colons, il y a beaucoup de colons aussi qui s'installent à Jérusalem-Est. Oui. Donc cela, ça fragmente bien sûr l'idée d'un État palestinien, puisque
la Cisjordanie n'est plus reliée, les Palestiniens, les villages palestiniens ne sont plus reliés entre eux. Comment créer un foyer national aussi palestinien si le territoire est totalement morcelé? Bah, je veux juste rappeler pour ceux qui nous regardent que la Cisjordanie est divisée en 3 zones. La zone A, sous autorité palestinienne, la zone B, sous administration civile palestinienne et sous contrôle militaire israélien, et la zone C, sous occupation israélienne, qui représente 60% de la Cisjordanie. Donc 60% de la Cisjordanie est contrôlée par Israël exclusivement. Ce découpage est né des accords d'Oslo en 1995. Il prévoyait le transfert progressif des zones B et C aux Palestiniens. Ce processus n'a jamais vu le jour, et c'est dans la zone C, territoire le plus grand, le plus fertile, normalement, que se concentre l'essentiel de la colonisation. Donc c'est vraiment une volonté du pouvoir israélien de s'implanter en Cisjordanie et de piétiner les accords d'Oslo d'une certaine manière. Alors, tu as tout à fait raison de rappeler les accords d'Oslo qu'on avait présentés comme des accords de paix. Alors, tu as utilisé le bon terme, un processus. Le processus d'Oslo, ça devait prendre 5 ans et en effet amener, soi-disant, à l'autodétermination des Palestiniens et des Palestiniennes. Alors, dès le début, déjà, la question du droit au retour n'a jamais été évoquée. Et comme tu l'as très bien expliqué, comment on peut concrètement vouloir créer un État quand on sépare les gens, quand on fragmente les gens. Tu viens de parler des différentes zones. Je rappelle aussi que l'autorité palestinienne, personne ne vote pour elle. Elle est choisie par le gouvernement israélien. Tu as parlé de la fameuse zone B, qui est donc administrée conjointement avec les Palestiniens et la sécurité israélienne. On sait très bien que l'autorité palestinienne, elle participe aussi de l'oppression des Palestiniens. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas reconnue politiquement, qu'elle est complètement remise en question par les Palestiniens et les Palestiniennes, puisqu'elle mate toute manifestation, toute demande de la part des populations qui vivent là-bas. 93, les accords d'Oslo, 2 ans plus tard, il y a plus de 20 000 colons. En fait, les accords d'Oslo, ça va être la possibilité qui va être donnée au gouvernement israélien de continuer à coloniser. Et on parle souvent... Je voulais te poser une question, gouvernement de droite comme gouvernement de gauche? Ah oui, alors ça aussi, on en reparlera aussi après si tu le souhaites, hein, parce que aujourd'hui le gouvernement actuel dirigé par Benjamin Netanyahou et donc qualifié de gouvernement d'extrême droite, ultranationaliste, ultra-orthodoxe, raciste, homophobe. On parlera des différentes composantes de ce gouvernement, mais en fait, les accords de paix, c'était Yitzhak Rabin, présenté comme un homme de paix. Je tiens à rappeler qu'Yitzhak Rabin, c'est celui qui avait dit qu'il fallait briser les os des Palestiniens. On dit aussi que les accords d'Oslo se sont arrêtés, ce processus est arrêté suite à l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un extrémiste juif, pas membre du Likoud, mais copain avec le Likoud, et encouragé justement par le fameux Premier ministre que nous avons actuellement. Mais en effet, droite-gauche, depuis la création de l'État israélien, tous les gouvernements ont appliqué des politiques coloniales. Il suffit juste de se renseigner et de voir déjà le plan de partage à l'origine. Comment voulez-vous faire un État, comme tu parlais de partition de la Cisjordanie, avec un petit bout par-ci, un petit bout par-là? Le plan de partage de 48, déjà, il est très inégalitaire. C'est pas possible. Voilà. Parce que il faut rappeler aussi à ceux qui nous écoutent que 56% du territoire de Palestine était dévolu à 33% des habitants, des Juifs, et les 44% étaient pour la majorité palestinienne. Donc il y avait déjà un déséquilibre territorial malgré on va dire le déséquilibre de population. Oui, et aussi une discontinuité concrète du territoire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de continuité. C'est comment on peut faire. Et ça, en fait, ça a toujours été l'objectif des différents gouvernements israéliens. C'est vraiment la fragmentation territoriale de la société palestinienne aussi, hein, avec les différents statuts qu'on trouve donc sur ces terres. Et on voit que finalement, les accords d'Oslo, c'est l'accélération de la colonisation
Et je voudrais reparler aussi des colons. Hein. On voit souvent des images de temps en temps. Avant le 7 octobre, on voit des images comme ça de colons qui déboulent, qui attaquent des Palestiniens, des Palestiniennes. On a l'impression qui viennent de nulle part, ceux-là, et qui sont des huluberlus, enfin des huluberlus qui commettent des crimes, hein. Mais ils ont le soutien de l'armée israélienne. Hein. Ils n'agissent pas seuls. Il n'y a aucune autonomie de l'armée israélienne et, voilà. et du gouvernement. Et de l'administration. En Bien effet, sûr. il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas de, c'est pas des mouvements comme ça spontanés. Encore une fois, tout ça c'est bien voulu et. Je me souviens qu'ils ont voilà. que le ministre, alors le ministre, comment s'appelle-t-il, ce fameux ministre alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas qui avait distribué des armes aux colons Ah oui, oui, non mais après le 7 octobre. Donc, même avant le 7 octobre. Hein. Même avant le 7 octobre, voilà, d'accord. Tout ça se passait bien avant le 7 octobre. D'accord. Moyen, c'est l'impunité totale. Ben, plus que l'impunité, puisqu'ils sont, comment dirais-je, encadrés, aidés par l'administration et l'armée israélienne. Donc, il n'y a pas de colonisation sans l'aide du gouvernement israélien. D'accord. Alors, oui, moi je voulais aussi, voilà, donc parce que le ministre des Finances qui s'appelle Bezalel Smotrich est aussi, en quelque sorte, le ministre des colonies, quoi. Oui. Et c'est lui aussi qui encourage beaucoup l'installation de colonies. On ne parle pas beaucoup aussi d'avant-postes, ce qu'ils appellent des avant-postes, c'est-à-dire quelques colons qui viennent planter leur drapeau, construire une ferme, mettre quelques animaux et donc être l'avant-garde d'une colonie, quoi, qui sont de plus en plus nombreuses aussi en Cisjordanie et qui sont bien sûr aussi également protégées par l'armée. Exactement. Et il y a aussi si on veut parler d'aujourd'hui, donc vous voyez, encore ce matin, on a vu des images comme ça de colons qui s'attaquaient à un champ d'oliviers de Palestiniens. Il y a aussi la question des prisonniers. Ça aussi, c'est très très important. Les prisonniers. Donc, en Israël-Palestine, vous avez ce qu'on appelle la détention administrative. Oui. Alors, la détention administrative, c'est en fait un héritage de la période coloniale britannique. C'est-à-dire que n'importe qui, enfin pas n'importe qui, parce que c'est les Palestiniens et les Palestiniennes, peuvent être arrêtés sans qu'on leur signifie le motif. Et ce sont des arrestations comme ça où vous êtes détenu pendant 6 mois, renouvelables. Oui, parce que vous ne savez pas pourquoi vous y êtes. Vous n'êtes pas forcément jugé tout de suite. À partir de 12 ans. Voilà, ça aussi, la plus grande démocratie qui se présente comme au Proche et Moyen-Orient incarcère des enfants de 12 ans. Et donc, vous êtes comme ça arrêté. Et j'ai ce bouquin. Je ne sais pas si on le voit là. Donc le titre, oui. Ouais, donc c'est un livre qui s'appelle Prisonnier de Jérusalem de Salah Hamouri. Salah Hamouri, c'est un franco-palestinien qui depuis toute sa vie en fait, très très jeune, à partir de l'âge de 14 ans, a connu la prison parce qu'il s'opposait à ce qui se passait à Jérusalem. C'est un homme donc qui a fait de la prison, accusé à tort d'avoir voulu commettre un attentat, assassiner un rabbin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, la détention administrative, ça aussi, c'est pas les Israéliens qui vont aller en détention administrative. Donc, au niveau de l'apartheid, on peut aussi en parler de ça, de ce traitement qui est complètement inégalitaire. On sait combien il y a eu d'emprisonnement depuis le 7 octobre? Oui, alors j'ai les chiffres, il faut que je les retrouve parce que j'ai plein de notes. Je voulais juste terminer par rapport à ça. Plusieurs milliers peut-être? Ouais, non, mais ça a été un truc assez impressionnant. La question des prisonniers. Mais je t'en prie, oui. Je voudrais juste, par rapport à ça là, la seule solution, puisque comme je vous ai dit, ça peut être renouvelé comme ça à vie, c'est cette détention. Les franco-palestiniens? Il est franco-palestinien. La France réclame sa libération? Il a été, on utilise le terme, il a été déporté il y a 2 ans et demi maintenant, donc il est revenu en France contre son gré. Il y avait une grande campagne pour sa libération, en effet, mais les autorités françaises, comment dirais-je, avaient des pourparlers avec la famille, mais tout ça s'est fait en catimini.
Et encore une fois, son objectif à Salah, c'était de rester dans son pays, auprès de ses camarades prisonniers. Parce que la prison, c'est aussi, c'est ce que il est vraiment très très bien ce livre. Hein, je vous encourage vraiment à le lire. C'est un lieu aussi de politisation, un lieu de solidarité pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Et c'est pour ça qu'il aussi aujourd'hui, parce que les Palestiniens et les Palestiniennes, ils ont pratiquement tous connu la prison. J'avais les chiffres là, mais je les retrouve plus. C'est impressionnant le nombre de Palestiniens et de Palestiniennes qui ont connu la détention administrative depuis la naissance de l'État israélien. Puis ça s'accélère aussi. Et c'est grâce à des luttes internes de solidarité qu'ils avaient gagné des droits. Il y avait quand même des droits qu'ils avaient réussi, le droit à l'éducation, le droit à faire des visites, à pouvoir bouger aussi. Et là, depuis le 7 octobre, tout ça s'est terminé. Ils avaient réussi aussi à ce que la Croix-Rouge puisse aussi venir voir les conditions de détention. Tout ça, c'est terminé. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, depuis donc le 7 octobre, tous ces droits ont été, comment dirais-je, complètement bafoués, tous ces droits qui ont été gagnés au prix de luttes, de grève de la faim. C'est pas des luttes qui n'engagent pas la vie des gens. Et même ça le raconte dans son livre. C'est-à-dire, on va se mettre en grève de la faim, mais il faut que ce soit collectif. On va peut-être perdre des camarades. C'est des luttes. Il y a eu des martyrs. Alors, la notion de martyr, on va aussi, oui, ce sont des martyrs. Ça, c'est dans le langage, le vocabulaire des résistants. Arabe, souvent le terme de martyr, mais on peut le trouver dans d'autres aussi, dans l'autre langue. La grève de la faim. Voilà, grève de la faim. Les membres de l'IRA aussi. Voilà, exactement. Exactement. Donc toutes ces personnes-là, donc voilà. Donc au niveau de comment dirais-je, de la lutte dans les prisons, c'est vraiment très très important. Et donc voilà, pour revenir à Salah, après j'arrête. Donc Salah a dû plaider coupable pour pouvoir sortir. Et aujourd'hui, encore là, alors que finalement il n'a pas eu de procès, ça là, mais plaidé coupable avec son avocate pour pouvoir sortir, parce que sinon ça allait être renouvelé à vie. On a plein de prisonniers politiques qui sont incarcérés depuis plus de 20 ans en Palestine, sans jugement, enfin en Israël. Eh bien, il est présenté comme un terroriste, alors que ce n'est pas le cas. Ça aussi, c'est insupportable. Dès qu'on parle de Salah, dont vous allez entendre dans des journaux et compagnie, c'est le terroriste. Eh ben non, Salah, c'est pas un terroriste, c'est un militant pour l'égalité, la justice et le droit des Palestiniens et des Palestiniennes. Il faudrait vraiment que ceux qui prennent la parole et qui parlent de ce monsieur se renseignent sur ce que c'est que la détention administrative et le pourquoi du plaidé coupable. Voilà. Je voulais en parler de ça, c'est très important pour moi, en fait. Et moi, j'ai retrouvé le nom du ministre qui distribuait des armes aux colons, c'est Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale. Voilà, donc je voulais te poser une autre question concernant l'antisionisme et te demander pourquoi l'antisionisme n'était pas un antisémitisme déguisé. Quelle est la différence? Peux-tu nous rappeler ce qu'est le sionisme, même si tu nous l'as rappelé tout à l'heure, le sionisme donc date de la fin du XIXe siècle. C'est une idéologie politique au départ. Oui. C'est pas du tout une idéologie religieuse. C'est vraiment la volonté de créer un foyer national juif. Et pourquoi c'est vraiment une question. Pourquoi cette façon de rapprocher l'antisionisme de l'antisémitisme est-il dangereux selon toi? Parce que quand tu te fais traiter d'antisémite, ça clôt le débat. Voilà. L'antisémitisme est un délit. On sait ce que c'est que l'antisémitisme. Donc en effet, se faire traiter d'antisémite, ça clôt le débat. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est pas nouveau la volonté de faire passer l'antisémitisme, l'antisionisme pour de l'antisémitisme. En fait, ça a commencé après 67, en fait, et comment dire, vu les atrocités qui se passaient, l'ONU, on oublie de le préciser, ça, c'était une décision qui avait été prise en 1975 ou 74, je crois que c'est 75, avait déclaré que le sionisme était un racisme. Voilà, déclaration de l'ONU.
Donc vous imaginez les responsables israéliens qui se retrouvent accusés de racisme, puisque en effet le sionisme, c'est un projet colonial suprémaciste de remplacement d'une population par une autre. Eh bien donc ont commencé justement par des lobbies pro-israéliens à essayer comme ça progressivement de faire passer toute critique légitime du sionisme pour de l'antisémitisme. Et donc, cette fameuse déclaration cette mesure qui avait été prise à l'ONU a été retoquée en 1993, je crois. Et ça fait des années en fait que ça dure. Ça fait des années que ça dure pour que Israël puisse continuer à faire ce qu'il fait. L'instrumentalisation même de la Shoah, des termes, comment dirais-je, par exemple là en ce moment. Je ne sais pas si vous entendez à la télévision quand les personnes parlent de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et encore une fois, je voudrais revenir sur le 7 octobre. À l'Union juive française pour la paix, comme tout le monde, nous avons été extrêmement bouleversés, touchés, atterrés par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais on ne peut pas se contenter comme ça d'être atterré, attristé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça ne se reproduise plus. Et pour que ça ne se reproduise plus, eh bien, il faut contextualiser, il faut expliquer. Et expliquer n'est pas excuser. Je reviens sur le 7 Tout n'est octobre. pas tout noir ou tout blanc, c'est pas la civilisation contre les barbares. Non, Voilà, c'est pas ces caricatures que l'on entend et exactement. Et on entend toujours, je ne sais pas si vous avez entendu, des journalistes, des chroniqueurs, même des politiques qui parlent de pogrom pour qualifier le 7 octobre. Donc référence à quoi? Comme si ce qui s'est passé le 7 octobre, et encore une fois on condamne les attaques sur les si je peux civils. me permettre, j'en viens, Oui. j'en viens à cette question, parce que je voulais poser cette question. Sur un an après le 7 octobre, ce massacre, est-ce que c'est seulement un crime antisémite, voire un pogrom, comme on dit, ou ce n'est pas uniquement un crime de guerre qui répond à d'autres crimes de guerre? Alors, le 7 Parce que octobre, là, maintenant, on est à oui. un an de la tragédie, de cette tragédie, qui, comme tu l'as dit, a bouleversé, nous a tous bouleversés. Mais peut-on maintenant peut-être réfléchir peut-être en émettant l'hypothèse que si peut-être c'est un crime antisémite, ce n'est pas seulement un crime antisémite. Non, si seulement on prend cette hypothèse, c'est aussi un crime de guerre contre d'autres crimes de guerre qui ont été perpétrés avant. Alors, nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que les personnes qui ont été tuées le 7 octobre n'ont pas été tuées en tant que juives ou juives, mais en tant que membres d'un État colonial. Dire ça, encore une fois, c'est pas dire super. Nous, encore une fois, un mort, pour nous, c'est un mort de trop, que ce soit du côté israélien ou palestinien. Donc, nous, ce qu'on aimerait, par exemple, c'est qu'il y ait des instances internationales qui viennent faire l'enquête et qui condamnent ce qui s'est passé. Et mais comment voulez-vous aujourd'hui que des institutions internationales, des des observateurs qui puissent faire une enquête et voilà. Ça n'a pas été fait. Ça n'a, vous avez bien vu que ce soit l'UNRWA qui a été, comment dirais-je, accusé dont certains des membres ont été accusés d'être terroristes. Là, au Liban, puisque la volonté du gouvernement israélien est de régionaliser le conflit, avec encore une fois l'accord et la validation des États-Unis. Ils font pas ça tout seuls. Ils ont touché des soldats de la FINUL. Toutes les instances internationales, on va pas parler que de l'ONU, les Médecins sans frontières et compagnie, enfin tous ont été dézingués quoi. Donc par le gouvernement, il y a la Cour de justice internationale, voilà, qui aussi subit des pressions de la part de mouvements pro-israéliens. Donc il n'y a pas possibilité de rendre justice pour l'instant. Donc, encore une fois, nous sommes dans un contexte colonial. Les Palestiniens et les Palestiniennes qui ont, comment dirais-je, les mouvements qui ont organisé les crimes du 7 octobre se sont pas réveillés du jour au lendemain en disant tiens, on va tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. Nous sommes dans un contexte colonial, ce qui, encore une fois, nous condamnons les morts de civils.
Mais encore une fois, on contextualise. Et nous, on ne le répétera sans cesse, jamais assez, je crois, pour pas que ça se reproduise. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on analyse la situation. Et encore une fois, comment voulez-vous qu'un peuple, parce que Gaza, c'est un territoire occupé. Alors, ça aussi, c'est formidable en France. On entend souvent, oui, mais regardez, on a quitté Oui, en voilà, 2005, voilà, il y a Ariel eu une Sharon évacuation des a démantelé les colons colonies à à Gaza. Gaza. Bah non, bah je suis désolée, c'est pas parce qu'il n'y a pas de présence humaine que c'est pas un territoire occupé, puisque Gaza, depuis 4 ans après, donc l'évacuation, 2 ou 3 ans après l'évacuation des colons israéliens, Par la force. voilà, Gaza est encerclé par la terre, par la mer, par les airs. C'est un territoire occupé. Encore une fois, nous, on se base Qui vit exclusivement sous sur... perfusion. Exactement, parce que tout est contrôlé depuis des années. Mhm. Le blocus est illégal. Il faudra aussi cesser de le marteler. Et on sait très bien Sauf que... l'argent du Qatar, a priori. Lui, il peut circuler. Ah bah, Il pouvait circuler. alors ça, j'ai pas tes infos. Non, mais c'est ce qui se dit a priori, hein. Voilà, non, mais Oui. tous ces pays-là ont normalisé Qui ont leur... financé le Hamas voilà, non, mais, avec enfin, la bénédiction de M. Netanyahou. C'est voilà. ce qui se dit. Hein. Moi, je ne fais que répéter. Hein. Je suis désolé. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que, encore une fois, la volonté de faire monter le Hamas, c'était pour discréditer les autres partis politiques nationaux de résistance du peuple palestinien. Donc, Oui, le fameux diviser pour mieux régner. oui, Quoi. puis Donc, c'est aussi faire pour monter, mettre la population voilà. israélienne de son côté aussi également, je pense aussi. Tant que la terreur, tant qu'un sentiment de terreur peut-être vit au sein de la population israélienne, on peut faire peut-être autre chose après, non? Pour moi, enfin, pas que pour On peut moi, appliquer une politique peut-être plus expansionniste. en fait, Hmm. on voit très bien, on parlait de la partition de la Palestine. Il y a tout est fait pour invisibiliser les Palestiniens et les Palestiniennes auprès des Israéliens. Donc, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, et c'est pas mon but, hein, loin de là. Et encore une fois, nous on déplore tous les morts. Mais quand on voit là en ce moment des soldats israéliens, des jeunes gens, femmes et hommes, se filmer, partir à la guerre, se satisfaire, chanter, danser. Quand on voit, comment dirais-je, ce degré d'inhumanité. Moi, ça me questionne toujours. On voit que cette société israélienne, elle est malade. Encore une fois, moi, j'ai la compassion vraiment, vraiment pour le peuple palestinien. Mais il faut pas oublier ce que disait Fanon, hein, Fanon, ouais, qui disait que la colonisation, ça abîme le colonisé et le colonisateur. Euh, Tout est fait en Israël pour invisibiliser les Palestiniens et les Palestiniennes. Donc, tu vois, la question du Hamas à Gaza, les Israéliens, ils s'en fichaient complètement. À quelques kilomètres de là, ils organisaient un festival pour la paix. On danse, on chante. C'est des jeunes gens, hein, et peu importe, même si c'était pas jeune. Encore une fois, moi, ça m'a, voilà, ce qui s'est passé. Mais comment on peut avoir un déni d'une réalité que vivent des gens sous blocus juste à côté. C'est pour ça, tu vois, faire détester la population, faire détester le Hamas par la population israélienne, les Israéliens, enfin, je veux dire, ils sont tellement matrixés, tellement embrigadés, tellement fanatisés et encore une fois, Ils sont aussi, même dans les livres, hein, les Palestiniens, ils n'existent pas. Enfin, je veux dire, et ça, c'est pas nouveau. Hein, quand on voit la volonté, même au niveau écologique, de raser les forêts d'oliviers pour remplacer par d'autres choses, tous les noms des villages qui ont été changés après avoir été détruits, il y a un effacement volontaire des Palestiniens et des Palestiniennes, de tous les gouvernements, tout de à fait. tous les gouvernements. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et pour un peu rajouter à ton analyse, et aussi, on peut aussi peut-être aussi penser à cette population israélienne qui, depuis 75 ans, euh, ne sait pas si demain elle sera toujours Israël continuera d'exister parce que il y a quand même plusieurs guerres qui ont été perpétrées contre Israël
pour l'effacer de la carte. Et donc, ce sentiment-là, quand même, bon, peut-être, bon. Moi, je dirais quand même que ce danger-là existe vraiment. J'ai pas peur de le dire. Mais peut-être que ce sentiment-là, pour un Israélien, si on se place aussi un peu à la place de l'Israélien lambda, peut-être que ce sentiment-là qui perdure depuis des générations ne facilite pas aussi comment dire, le dialogue avec ces Palestiniens opprimés. Et ça, il n'y a pas de doute parce que on sait on sait qui est le plus fort, on sait qui est le plus faible, ça c'est certain. Mais pour qu'il y ait peut-être une reconnaissance et une paix possible, il faut peut-être aussi que on puisse comprendre intimement les douleurs des uns et des autres. Peut-être. Est-ce que c'est possible comment dire, ce pas-là, ce pas fraternel, on peut dire. Alors, le pas fraternel, je pense que les Palestiniens et les Palestiniennes l'ont toujours fait. Je me souviens de cette image en 1974 de Yasser Arafat, qui était arrivé à l'ONU avec, je sais pas si tu l'as en tête, hein, avec un fusil à la main et un olivier. Il avait dit, aidez-nous à poser le fusil et à faire la paix. La paix. Alors, la douleur des uns et des autres, elle pourra être prise en compte quand le système colonial terminera. Voilà. Enfin, je veux dire, quand nous, à l'Union juive française pour la paix, on parle souvent de l'égalité de droit, de la mer au Jourdain. Et alors là, tout de suite, ouais, vous voulez balancer les Israéliens juifs à la mer et blablabla. Blablabla. Bien sûr que nous, notre objectif, c'est facile de parler à la place des gens. Nous, on est en France au chaud, mais ouais, ton souhait, ton... voilà, parce qu'encore une fois, ce serait peut-être bien un jour aussi de consulter les Palestiniens, et les Palestiniennes, quoi. Mais eux, enfin, je veux dire, c'est en première ligne. Voilà. Et puis encore une fois, quand les populations juives ont commencé à arriver, les Palestiniens, ils n'étaient pas opposés. C'est à partir du moment où ils ont pris leur terre. Donc, quand ce système colonial terminera, quand les colons israéliens seront prêts à abandonner leurs privilèges et à vivre en égalité de droit avec les Palestiniens. La question de la restitution de la terre aussi, parce que c'est pas simplement l'égalité de droit dans les faits, et qu'est-ce qu'on fait aussi des terres? Comment on fait pour rendre aux gens la possibilité de vivre dignement sur cette terre? Eh bien, aussi le droit des réfugiés palestiniens et palestiniennes. Je tiens à signaler que n'importe quel juif dans le monde peut s'installer en Israël. Alors, et la question des Palestiniens et des Palestiniennes qui sont réfugiés depuis des générations et des générations. Donc, moi, la question de la douleur des uns et des autres, pour moi, je veux bien être dans ce genre de truc, mais nous, c'est politique. Tu veux la paix, tu veux la sécurité, tu veux vivre en égalité de droit, tu renonces à tes privilèges. Et là, on pourra en effet peut-être vivre en effet ensemble, même si ça va être compliqué, difficile. Mais là, pour l'instant, il y a un État, c'est l'État israélien. Il y a une population qui se fait massacrer. Et puis encore une fois, on a encore tous les chiffres. Hein. Enfin, je veux dire, 2014, 2018, 2022. Enfin, c'est du quotidien. C'est du quotidien. Alors bien sûr, là, ça prend une ampleur au niveau des chiffres à Gaza, en Cisjordanie, qui sont ahurissants, voilà, voilà. Mais moi, la douleur des uns par rapport à ce que vivent les Palestiniens et les Palestiniennes, et encore une fois, la sécurité pour tout le monde quand ce régime colonial tombera. Voilà, c'est le régime colonial qu'il faut faire tomber, l'apartheid qu'il faut faire tomber. Voilà. D'accord, mais comment le faire tomber? La question est quand même assez épineuse. Moi, je prends toujours le cas de l'Algérie. Voilà. L'Algérie, il y a eu cette guerre de libération. Oui, mais l'Algérie la plupart des on va dire des pieds noirs ont fui l'Algérie. Oui, mais moi je me souviens. Par peur des représailles. Ah, moi je me souviens comment dirais-je, de textes du FLN clairement affichés qui disaient restez, mais encore une fois, si tu veux rester en tant que colon, tu restes pas, quoi. Voilà. Donc. Parce qu'il y a quand même des massacres d'Oran.
juste après, en Une guerre juillet coloniale, 62, si mes souvenirs sont oui, exacts. oui, mais ça, encore une fois, c'est le produit du colonialisme. Tout à fait, bien C'est le sûr, progrès, ça je ne le nie voilà. pas. Et Mais si on veut que ces deux peuples vivent sur la même terre, comment peut-on faire? Bien sûr, supprimer cet État colonial, c'est-à-dire donner les mêmes droits aux Palestiniens et aux Israéliens, restituer les terres aux Palestiniens, bien sûr, et accepter le retour des réfugiés de 48. Et peut-être de 2024, oui, puisque beaucoup aussi ont quitté Gaza aussi. Enfin, beaucoup, quelques millions ont quitté Gaza. Mais co- quelle est comment est-ce possible avec ce gouvernement, de toute façon, avec ce gouvernement qui n'entend pas du tout euh, voir un État palestinien émerger, qui est, parce que comme vous le disiez, qui veut établir un grand Israël, parce que le Likoud qui est au pouvoir, il faut quand même le rappeler, c'est aussi un parti qui n'est pas né d'hier. Hein. Il est né d'une organisation extrémiste juive qui s'appelle l'Irgun. L'Irgun qui a perpétré des attentats dans les années 30 contre les Arabes, contre les Britanniques, et ensuite encore contre les Arabes lors de la guerre de 47-48. Et ce parti, donc, cette organisation, c'est politisé, est devenu les routes qui a été créé, donc l'Irgun, le dernier chef de l'Irgun était Menyamir Begin, et qui a créé les routes et qui a créé ensuite en 73 le Likoud. Et leur idéologie, c'est vraiment de créer un grand Israël avec l'implantation des colonies et de l'annexion de la Judée-Samarie, hein, qui s'appelle la Cisjordanie. Maintenant, ils ne veulent plus attaquer la Jordanie, mais ils avaient aussi comme projet d'envahir la Jordanie et de créer un grand Israël. Maintenant, c'est plutôt la Cisjordanie, la prochaine étape de leur annexion. Donc ce Likoud est un parti, comme on parle un peu en France, moi si je peux faire le rapprochement, est un parti qui pourrait se rapprocher du Rassemblement national avec, comment dire, des fondateurs qui prônent l'action violente pour gagner politiquement. alors, je reviens juste à ce que tu disais, comment on fait. Il y a l'Afrique du Sud aussi, hein. L'Afrique du Sud, le régime d'apartheid est tombé. Il y a l'égalité de droit, mais il y a un gros problème de restitution des terres. Donc il y a des inégalités, hein. L'égalité de droit, il faut aussi voir comment ça se passe aussi concrètement après pour les gens. C'est pas que voilà, vous avez les mêmes droits et basta. Donc il y a des exemples, voilà, pour que les choses, pour assurer la sécurité, encore une fois, des Palestiniens, des Israéliens. Voilà, ça c'est un projet politique. Comment vous pouvez vivre sur cette terre? Bah, la colonisation, elle doit tomber, le régime colonial doit tomber, le régime d'apartheid doit tomber. Après, encore une fois, pour le gouvernement actuel, donc dirigé par Benjamin Netanyahou, en effet, c'est un gouvernement d'extrême droite, hein, dans l'échiquier politique. Qui s'est radicalisé depuis un certain nombre d'années. Hein, donc, mais attention, enfin, c'est pas attention, mais il y a d'autres composantes aussi dans ce parti, dans ce gouvernement. On a deux partis ultra-orthodoxes, voilà, donc qui sont partisans d'une théocratie. Donc c'est ce que tu disais, hein, le grand Israël, le mythe du grand Israël. On a aussi trois partis suprémacistes qui sont racistes et homophobes. Alors ça aussi, c'est très, alors, je vais pas dire amusant, mais on entend souvent, oui, regardez en Israël, les homosexuels, gna gna gna, ils peuvent bien vivre et compagnie, ce qu'on appelle le pinkwashing. Mais quand on voit un petit peu les déclarations de certains des ministres qui composent ce gouvernement, c'est affolant. Hein. Mais bon, l'homophobie, c'est toujours pour les Arabes et les musulmans. Hein, on va le faire caricatural, mais c'est comme ça. Donc, on a en effet dans ce gouvernement israélien des composantes. Donc, tu as parlé par exemple, de Smotrich. Alors, lui, c'est le parti sioniste religieux. Juste un des petits trucs comme ça pour voilà. Donc lui, il défend donc l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie.
il est pour l'expulsion des demandeurs d'asile, la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif. Et c'est de là aussi, hein, quand le gouvernement israélien a été élu. On n'oublie pas qu'ils ont été élus, ces gens-là. Hein. Donc, il y a aussi une radicalité de la société civile palestinienne, israélienne, pardon, de la société israélienne. Les manifestations qui avaient lieu, je ne sais pas si tu t'en souviens, sûr, dans oui. la rue, c'était justement par rapport à la Cour suprême, parce Tout qu'ils à fait, oui. voulaient voilà, restreindre l'action de la Cour suprême, qui était un des derniers éléments pour eux, enfin, entre autres, de la démocratie. Donc, ces gens-là, voilà, mais ils ont été élus, hein. Ces gens-là ont été élus. Donc lui, c'est ça. Il y a quoi d'autre encore? Ah oui, alors lui, il propose aussi d'expulser hors du pays les Arabes israéliens qui se rendraient coupables d'attaques contre les soldats. Il y a d'ailleurs eu un attentat aujourd'hui d'un Arabe israélien, Voilà. donc ça va donner de l'eau au moulin Voilà. à tous les extrémistes. Exactement. Tu parlais de Ben Gvir. Alors lui, son parti, c'est Forces juives pour légitimer la violence. Ce monsieur Ben Gvir, a applaudi les attaques terroristes commises par un juif qui s'appelait donc Baruch Goldstein, qui avait massacré 29 Palestiniens en Ouais, 1994 à Hébron. ouais, Donc ça, au voilà, caveau des patriarches. voilà. On a aussi un autre parti. C'est important, hein, de parler exclusivement du Likoud, donc Noam. Alors Noam, c'est un parti politique. Je crois qu'ils ont qu'un député à la Knesset. Alors lui, son truc, c'est donc la lutte contre les LGBT. Il est pour le retour des thérapies de conversion et aussi l'interdiction des marches des fiertés et compagnie. Donc l'objectif clairement de ce parti, de ce gouvernement, Likoud, plus toutes ces gens, hein, Ben Gvir, Oui, Smotrich, cette voilà, coalition. de cette coalition Mhm. exactement, c'est donc Dont le annexer. Likoud est quand même le fer de lance, quand même. Oui, oui, bien sûr, mais le Likoud ne pouvait pas accéder au pouvoir Bah, sans ces députés-là. Benjamin, Voilà. Il n'avait pas la majorité. Begin non plus, hein, il a fait aussi une Exactement, alliance des alliances. avec les religieux. Exactement. Mais ça se retrouve encore aujourd'hui, quoi. Exactement. Les Et puis, accointances. on n'oublie pas aussi que depuis 2018, il y a cette fameuse loi qui dit Oui, comment dirais-je, que le 19 juillet 2018, que l'État d'Israël est un État juif. est un État juif Voilà, et donc, que toutes les colonies sont légitimées, sont justes, et font exactement. partie de l'État juif. Et l'objectif, donc. Il y a seul droit à l'autodétermination aussi. Exactement. Et le déplacement aussi de la capitale à Jérusalem. Hein. Oui, Hein, reconnu ça, par Trump. donc, vous voyez, tout ça, c'est pas récent, hein, c'est pas depuis le 7 octobre, hein, tout ce qui se passe maintenant. Et donc, comment faire, enfin, pour répondre à ta question par rapport à ce gouvernement, en effet, mais ce gouvernement, il tient qu'avec l'aide des puissances occidentales. Il ne tient qu'avec l'aide et l'accord des puissances occidentales. Ce qui se passe en ce moment au Liban, la volonté d'attaquer l'Iran, c'est c'est cautionné et c'est encouragé par les puissances étrangères. Donc, il suffit entre guillemets comment dirais-je, de l'embargo sur les armes, le mandat d'arrêt international. Vas-y, pardon. Ouais, je voulais juste peut-être nuancer. Disons qu'il y a une certaine passivité des pays occidentaux quand je parle, voilà, mais c'est surtout les États-Unis qui mènent la baguette, quoi, qui sont derrière Israël, et les autres pays, on va dire, ont le doigt sur le doigt sur la couture, quoi. Parce que on entend là, enfin les réactions après le bombardement de certains sites en Iran. On voit bien qu'il y a des condamnations qui ont été, mais c'est des condamnations de principe. On le voit bien. Alors, au Liban, pas en Iran. En Iran, là, vendredi, il y a eu un bombardement sur des sites, Oui, et il y a une condamnation de la France. La France ne souhaite pas l'escalade, voilà. Tu vois, mais ce que je veux dire, La France a dit pouce. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire voilà, certains pays ferment les yeux d'une certaine manière. Après, bien sûr, c'est une façon de dire, bon, on n'est ni pour ni contre, mais voilà. Mais moi, je pense que c'est quand même, on va dire, si Israël continue à bombarder le Liban, Gaza ou à commettre des actions en Cisjordanie ou en Syrie ou en Iran, c'est vraiment avec le parapluie américain, quoi. Oui, parce sans les Américains, peut-être longtemps tout ça, ça serait terminé. Ils auraient trouvé un accord avec le Hamas ou avec le Hezbollah, je ne sais pas, mais ils auraient trouvé
obligatoirement un accord parce que Israël ne peut pas tenir une guerre. Là, ça fait maintenant 185 jours, combien 385 jours, quelque chose comme ça, de guerre. Ça coûte quand même, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais encore une fois, Il y a des pertes humaines, bien sûr, mais de l'argent. oui, La guerre, c'est de l'argent. oui. euh, comment dire? Euh, les États-Unis, en effet, de toute façon, eux, il y a aussi la politique intérieure aux États-Unis. C'est-à-dire que là, on est dans les élections. Mhm. Donc, c'est les, tout ce qui est diplomatie et compagnie entre en jeu dans une campagne électorale. Donc, on sait, nous, que par exemple, lors de la visite de Netanyahou au Congrès, donc c'était cette année, hein, je ne sais pas si tu te souviens, Mhm. il avait été clairement décidé, comment dirais-je, euh, que les États-Unis laisseraient des interventions au Liban et en Iran. Et puis de toute façon, tu regardes aussi les déclarations avant le 7 octobre. Euh, Ça fait très longtemps hein, que tous ces membres du gouvernement pointent l'Iran, diabolisent l'Iran avec la question du nucléaire. Donc, donc ça, en fait, c'est permis, comme tu le dis, par les États-Unis. Mais dans une situation pareille, il y a une complicité active de la part des gouvernants en donnant des armes en livrant de l'argent et compagnie, mais ne rien dire en situation. Je crois que c'était Nelson Mandela hein, qui disait ça dans une situation d'oppression. Si tu ne prends pas parti pour l'oppressé, bah tu es du côté de l'oppresseur. Et puis les condamnations. Enfin, quelles sont les condamnations de la France aujourd'hui? À part Emmanuel Macron là qui a simplement dit on est les amis du Liban, mais est-ce qu'il va faire un embargo sur les armes? Il avait dit oui, et puis après, vous avez entendu le pataquès que ça a fait. Il y a aucune volonté. Enfin, je veux dire. Et puis, on est aussi dans un contexte géopolitique avec la Chine, la Russie, le gaz, les matières premières. La volonté du gouvernement israélien était d'accélérer la régionalisation du conflit pour faire une guerre éclair et faire apparaître aussi les États-Unis comme les faiseurs de paix puisqu'on rentre dans une campagne électorale. Donc ça aussi, hein, le deal, il était là avec le président américain. Donc notre seul moyen d'agir, je pense qu'on ne doit plus rien attendre des gouvernants. Je crois qu'on a eu l'exemple en France, mais c'est de maintenir nos mobilisations qui peuvent paraître peut-être dérisoires, mais qui sont importantes pour montrer au peuple palestinien qu'on est toujours là, et continuer le boycott, le boycott, le boycott. L'économie israélienne commence à s'effondrer. C'est sur ça qu'on pourra agir. Ça, ils pourront pas vivre sous perfusion comme ça de manière éternelle. Tu parlais des sentiments des Israéliens. Je pense que le grand rêve de sécurité, de foyer, refuge commence à s'effondrer aussi. Et tu as pas mal d'Israéliens qui quittent la terre, Mhm. euh, qui quittent en ce moment Israël. Alors encore une fois, nous, on ne veut pas que tout le monde s'en aille, hein, c'est pas ça. Je pense qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que c'était un mythe, hein, c'était un refuge hein, de sécurité. Donc, nos moyens d'agir en soutien à la cause palestinienne, c'est ça. Voilà, le boycott, les manifestations, le soutien, ça prend du temps, ça prendra du temps, au prix d'un mais là, enfin, je veux dire, on est arrivé dans une situation où, pas oublier aussi tous les autres pays. Hein. On parle du droit international, il y a le problème de ce Conseil de sécurité, hein, parce que ça aussi, nous, notre boussole à l'UGFP, c'est le droit international. Alors là, c'est moi qui parle, hein, Mhm. aussi être critique sur certaines choses, et notamment son fonctionnement avec ce Conseil de sécurité qui finalement, puisque normalement dans le Conseil, enfin à l'ONU, tous les États sont souverains, et on voit que là, il y a 5 pays membres permanents qui décident pour le reste du monde, donc qui ne respectent pas la souveraineté des uns et des autres. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a une volonté aussi de ce qu'on appelle le Sud, hein, les pays du Sud, de peser aussi sur ce qui se passe aussi diplomatiquement. Donc il faut garder espoir, mais encore une, enfin, je sais pas, je crois que je suis partie un peu loin, je me souviens plus de ta Mhm. question, pardon. Non, Mais tu vois, ça va être long, mais
Et nous, on va continuer à mettre aussi nos responsables politiques en face de leurs responsabilités, parce que je voulais revenir sur la Cour internationale de justice, Oui. où il a été demandé donc au gouvernement, à l'État israélien, de prendre toutes les précautions pour éviter un génocide. Tout à l'heure, tu me disais, ouais, pourquoi tu parles de génocide et compagnie, donc pour prévenir tout risque de génocide. Donc prévenir tout risque de génocide, ça veut dire que tu demandes à quelqu'un qui est en train de commettre, par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui va chez toi et qui te cambriole, et là tu as la police qui arrive et qui te dit, ouais, bah qui parle au cambrioleur et qui dit, bah faites attention de ne pas casser ce que vous voulez actuellement. Risque génocidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le génocide est, Voilà. est pas loin d'arriver, c'est ça que tu Voilà. veux dire. Que tous les éléments sont là, et puis Et encore une voilà, fois, tous les voilà, éléments tous sont les là. éléments sont là. Il y a des mandats qui n'ont pas été encore, comment dirais-je, promulgués d'arrestation contre les dirigeants israéliens. Euh, donc nous, voilà, suite à cette décision-là qui avait été prise que le gouvernement israélien devait prendre toutes les mesures pour éviter un génocide, je parle mal, hein, je suis pas Non, 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 non. juriste, Mhm. implique aussi, comment dirais-je, la responsabilité des États, des autres États. Et c'est pour ça que quand dans les slogans, dans les manifestations, on parle de complicité, c'est la complicité par la vente, mais c'est la complicité aussi de ce qui se passe concrètement là-bas par leur non-action. Normalement, les pays sont censés faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ce qui se passe là-bas. Et par leur non-action, ils se rendent complices. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a plein de groupes d'avocats à travers le monde. En Angleterre, ça a commencé justement, on a senti un peu le pouvoir un peu vaciller, enfin vaciller, j'exagère un peu, mais il commence à flipper un peu, si je puis me permettre de parler comme ça, parce que là, il y a plein d'avocats qui commencent à se constituer pour attaquer, par exemple, le gouvernement britannique pour leur inaction par rapport à ce qui se passe, parce qu'ils sont comptables de ce qui se passe là-bas. Parce que quand une population est à un risque de génocide, les autres doivent agir. Et comme Mhm. ils n'agissent pas, ou alors ils continuent eh bien, voilà. Donc on met le paquet sur le droit international et voilà quoi. D'accord. Et bah, pour en revenir à cela, bah, parce qu'au vu de l'ampleur des destructions à Gaza et maintenant au Liban, des exactions criminelles des colons en Cisjordanie, du nombre étourdissant de victimes civiles, le droit à Israël à se défendre et à assurer sa sécurité ne cache-t-il pas, ça c'est ma question, hein, avec Netanyahou au pouvoir, un autre objectif? Je m'explique. Le gouvernement Netanyahou ne profite-t-il pas de la douleur des Israéliens, de leur obsession légitime à exiger la libération des otages pour appliquer sa politique? C'est-à-dire se débarrasser définitivement par la terreur, non pas seulement du Hamas, du Hezbollah ou de l'Iran, mais peut-être et surtout, au vu des déclarations de certains extrémistes moins politiques que Netanyahou, de l'ennemi intérieur, des Palestiniens, pour créer un grand Israël. Est-ce que c'est pas ça l'objectif principal? Alors Et déjà, que tout le reste est peut-être ah oui, un détournement pour appliquer une politique euh, oui, la Nakba quoi. Enfin, d'expansion oui, mm, oui, et d'expulsion. oui. Oui. Alors, en effet, c'est l'occasion. Mais je parle du gouvernement Netanyahou, Oui, oui, oui. pas du peuple Oui, oui. d'Israël. L'objectif, en effet, il est clair. Hein, la Nakba, elle ne s'est jamais arrêtée. Hein. La Nakba, c'est la catastrophe, hein, c'est l'expulsion, les massacres des populations palestiniennes. Donc là, en effet, hein, c'est la continuité en fait de ce que du C'est pour projet, ça que j'ai parlé de terreur, voilà, parce de que c'est projet vraiment sioniste. une politique de terreur Ah oui, qui s'applique aujourd'hui, je exactement. Et trouve. puis, encore une fois, le colonialisme s'accompagne toujours de génocide. Le colonialisme s'accompagne toujours de génocide. Donc là, on est vraiment dans une accélération, en effet. Et l'objectif, c'est que, oui, et puis les termes ont été clairement dit. Hein, il faut supprimer la population palestinienne par tous les moyens. La question des otages, le gouvernement israélien en a strictement rien à faire des otages. Ça, il faut aussi que les gens le comprennent. Je crois qu'ils l'ont compris peut-être maintenant. Alors, Au bout d'un an, d'où les grandes manifestations aussi des familles des otages et compagnie qui ont été réprimées. Hein, on oublie hein, ça aussi que quand ils allaient manifester dans la rue, ils se sont fait charger par la police et compagnie. Donc, à chaque fois, quand on nous rabâche et les otages, le gouvernement israélien est prêt à sacrifier les otages. Ils en ont strictement rien à faire. Après, tu parlais du droit à Israël de se défendre.
Alors ça aussi, nous, on est sur le droit international, on peut émettre des critiques, hein, comme le Conseil de Je disais sécurité. ça comme prétexte. Ah oui, Au départ, oui, peut-être pas. Après le 7 octobre, peut-être pas. Mais depuis le 7 octobre, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et ce prétexte de dire, voilà, on a droit à la sécurité et à défendre notre peuple, est-ce que cela n'est pas peut-être devenu, au bout de quelques mois peut-être, vu on va dire la stratégie du gouvernement israélien, euh, n'est pas un prétexte pour annexer oui, et expulser oui, 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 les Palestiniens de leur terre? de toute façon, c'est ce qu'ils font. C'est ça que Oui, 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 voilà. oui, Non, oui, mais parce oui, que là, c'est pas ce qu'on entend. Ce qu'on entend du gouvernement israélien, en tout cas, d'une certaine manière c'est une guerre préventive, quoi. On attaque pour plus que l'Israël soit mise en danger, quoi, de toute manière. Donc on attaque à tout azimut. Mais est-ce que c'est vraiment la vraie raison de ces attaques qui glacent, qui font froid dans le dos? Parce on met en ruine à Gaza. Là, on a les images, donc on peut pas dire qu'on ne sait pas ce qui c'est l'ampleur des dégâts, quoi, parce que c'est vraiment même Hambourg, Dresde, c'est vraiment incroyable. On voit le Liban, pays souverain qui est envahi et qui est pareil bombardé jusque dans la ville de Beyrouth. On voit aussi la Syrie qui est également bombardée. Donc euh, c'est que moi je ne crois pas que ce soit seulement pour éliminer le Hezbollah ou le Hamas, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a également un autre but caché, et que Netanyahou utilise cette situation pour faire sa politique d'annexion, oui, terminer le boulot, quoi. voilà, Oui, d'annexion des territoires palestiniens. oui, bah oui, Est-ce que oui, 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 ce non, mais sentiment-là est partagé bah, par toi, par d'autres analystes, bah, je pense, en effet, on le voit de toute façon. puisque, Regarde, puisque les colonisations continuent, hein, voilà, malgré la guerre. colonisation continue. Tu vois à Gaza, ils plantent des drapeaux. Il y a un projet, là, je me souviens plus du nom, Oui, déjà de recoloniser Gaza. Ici, il y a recoloniser encore, pour l'instant, Gaza. il y a un débat très, très virulent. Voilà. Mais de toute façon, c'est l'objectif, en effet, c'est de virer la population palestinienne. Donc oui, tu as raison. Hein, c'est pas, c'est ce qui s'est passé là, ça accélère en fait la colonisation, l'expropriation et le massacre des Palestiniens, des Palestiniennes. Voilà. D'accord. J'ai une dernière question. On arrive au terme de notre discussion, si tu le veux bien. Mais j'avais encore deux questions, pardon. Parce que je voulais revenir sur le Rassemblement national. Peut-être que ma comparaison avec l'Irgo n'était pas pertinente, mais c'est pas grave. Mais enfin, moi je pensais plutôt à l'OAS et à toutes les milices d'extrême droite d'avant-guerre aussi. Et donc, en juin 2024, un ministre israélien, Amichai Shikli, a apporté son soutien à Jordan Bardella pour ses positions contre la création d'un État palestinien et le rejet de toute forme d'antisémitisme. On pourrait en rire, sauf que malheureusement, c'est une triste réalité que le Rassemblement national maintenant devient le porte-drapeau de l'antisémitisme. D'ailleurs, il a été tout à fait bien accueilli lors du rassemblement contre l'antisémitisme en juin 2024, ce qui est inimaginable. Ce En qui était novembre, oui. en Novembre, juin, oui. pardon, en juin En juin. 2024, excuse-moi, en juin, oui, oui. Et donc, la question que je me pose, c'est que Rennes serait-il aussi devenu fréquentable, même en Israël? Alors, en Israël, euh, Est-ce que tu... tous les soutiens sont bons. Mhm. Et encore une fois, tu vois, les premières personnes qui ont félicité quand Netanyahou a été élu, gagné les élections, c'était tous les fachos, racistes, antisémites, les Trump, les Orban, toutes ces cliques, quoi. Donc, pas de problème pour le Front National, Rassemblement National, ouais, Mhm. d'être aussi allié à ce gouvernement raciste, suprémaciste. Ils sont main dans la main, hein. Main dans la main, donc il n'y a aucun souci, hein.
il y a aucun souci. Mais ça devrait peut-être interpeller les gens, quoi. Bien sûr. C'est ça qui Moi, c'est ça qui au-delà de notre parce qu'on a bien, situation en parce France, qu'on a quoi. bien vu lors des élections législatives toutes les pommes pourries du Rassemblement national, Ah oui, tu vois, tous oui, les candidats Mhm. qui faisaient voilà, qui s'affichaient sur les réseaux Oui, casquette avec une casquette nazie, ouais. nazie. Donc, l'antisémitisme au sein du Rassemblement national est une réalité. Et pourtant, on nous fait croire, ou alors peut-être que c'est ça la politique, c'est du cynisme, c'est tout simplement du cynisme et c'est des alliances de circonstances et qui m'amène à penser que peut-être cette alliance de circonstances se cristallise sur une détestation, voire une haine du musulman ou de l'arabe, quoi. Voilà, peut-être que c'est si je mets les plats dans le pied, c'est comme ça que je le dirais, quoi. Mm, mm. Euh, Les pieds dans le plat. mm, mm. Je crois que c'est Haroun, je sais pas si tu connais cet humoriste, Haroun, Haroun, ouais, qui disait, c'est marrant, euh, alors à chaque fois les blagues je les loupe. je suis aussi bon que toi. Non, Haroun, il disait, au Rassemblement national, ils se font passer pour des gens qui aiment bien les juifs, mais en fait, ils ont tellement la haine des Arabes, voilà, ils ont tellement la haine des Arabes et des musulmans qu'on a oublié qu'ils étaient antisémites. Donc voilà, tu enfin résumes bien c'est voilà, les c'est choses. Haroun, hein, Mais mais je le merci dis Haroun. mal, pardon. Je suis pas voilà, mais il faudrait rendre à César et puis voilà. Mais oui, ils sont tellement aussi islamophobes et compagnie. Tant qu'on peut taper sur les Arabes, mais et les musulmans, enfin on y va quoi. Enfin c'est le festival, hein, c'est le festival. Et puis c'est aussi on nous rejoue le choc des civilisations. Enfin, je veux dire, le mythe, là, le truc, là, la fameuse civilisation judéo-chrétienne, européenne. Alors, judéo-chrétienne, c'est encore une fois, ça, c'est comment on peut affirmer ce genre de choses après ce que les populations juives ont vécu en Europe. Ça n'a jamais été judéo-chrétien, faut arrêter le délire. Contre les barbares, hein, contre les barbares. Et les barbares, bah, c'est l'Orient, c'est les Arabes, c'est les musulmans. Les mécréants. Enfin, voilà. Oui, non, mais enfin, on nous joue Chacun a ça. son vocabulaire. Il y a les barbares, il y a les mécréants. Ouais, mais comme disait Louisa Yousfi, il faut rester barbare. Mhm. Eh bien, très bien. Euh, Tu parlais de l'Algérie tout à l'heure, et c'est marrant parce que j'avais une question par rapport à cela. Euh, je vous ai donné la paix pour 10 ans. Cette déclaration a été prononcée par le général Duval lors de la répression sanglante de Sétif également le 8 mai 45. Penses-tu que la probable victoire militaire de Netanyahou ne risque-t-elle pas d'apporter également à Israël un répit de 10 ans? Et, pour finir, ma dernière question, penses-tu qu'une solution à deux États est possible encore? Alors moi, je vois pas pour les 10 ans, je sais pas. Est-ce Enfin, que c'est pas une victoire à la Pyrrhus pour Netanyahou et pour le peuple d'Israël? C'est-à-dire, ils ne peuvent pas en venir à bout de cette ah résistance oui, palestinienne. Elle résiste depuis 80 ans, bientôt 80 ans. Donc, pourquoi encore s'obstiner à, euh, à, à annihiler, à humilier, parce que à empêcher un peuple de, de vivre en dignité et en justice, quoi. parce que pour l'instant, ça fonctionnait pas trop mal pour les Mhm, Israéliens, entre guillemets. mhm. Euh, Encore une fois, hein, le 7 octobre, terrible. Mais puis même nous, les Occidentaux, enfin, on parlait de la Palestine. Alors, à part les militants et les militantes investis dans la cause palestinienne depuis des années, tout se passait bien, entre guillemets. Enfin, je m'exprime très mal, hein, et il faut faire attention à ce qu'on dit, mais Non, mais il y avait une certaine indifférence, c'est ça que tu veux dire. indifférence internationale, hein, Mhm. alors que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, la marche du retour, je ne sais plus combien de morts, tous les ans, tous les ans, tous les ans, des massacres de Palestiniens de manière permanente. Donc, et là, c'est le réveil, hein, je dis, c'est la fin du mythe de la sécurité, hein, de cet État refuge où, pour les Israéliens, c'était la paix. Euh, Après, moi, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Sinon, on va tous finir au comico.
Comment dirais-je? Moi, je suis anticoloniale. Je viens d'une famille qui a vécu à la fois l'antisémitisme et le colonialisme. Euh, et je sais que le colonialisme, il prend fin un jour. Et donc, pour être dans la digne lignée de mon grand-père, bah, moi, je serai toujours du côté de la libération. Qui Et s'appelait? On peut le saluer quand même, on peut honorer sa mémoire. Ferdinand, Très bien. et qui était du côté de la libération du peuple algérien. Nous sommes Algériens, nous. D'origine algérienne en tout cas. Et bien moi j'y crois. Et alors je crois parce que je suis ici, c'est facile, mais ça peut pas durer. Un régime colonial, il tombera un jour. Ce régime colonial tombera un jour. Donc tu vois, 10 ans, 20 ans, 15 ans, je sais pas moi. Et ne Mais peut-on pas rêver d'un pays ou d'un seul État comme l'Afrique du Sud le vit, avec des Blancs et des Noirs, ouais, mais même s'il y a beaucoup de problèmes, évidemment, oui, non, mais il il y y a a beaucoup, problème de voilà de oui, oui, il redistribution y a et beaucoup de de la problèmes, question mais de la terre, disons hein. que les Blancs et les Noirs vivent ensemble quand même, dans un même pays. Quand ils ont à souhait, enfin Bien sûr, bien sûr, les droits voilà, mais il faut que sont les gens équivalents, aussi mais on peut pas rêver de ça bah, pour la terre de c'est ce Palestine? que c'est ce que nous, alors rêver, c'est ce qu'on souhaite nous, Mhm. mais à condition que les colons abandonnent leurs privilèges. Si tu restes, si tu veux vivre en paix et en sécurité, eh ben, tu abandonnes tes privilèges de colon. Voilà, c'est ça, hein, et tu en seras toi aussi libéré, quoi. Mhm. Après, pour la question à deux États, alors ça, je comprends, hein, parce que ça, c'est vraiment un truc à bannir. Et tous ceux qui te parlent C'est des de la États, pub. ah oui, non, mais c'est du n'importe quoi. Hein, il faut arrêter avec cette. Ça, c'est des trucs je- à la socialiste, là, hein, qui te balance encore la solution à deux États. La solution à deux États, ça fait combien de temps qu'on Oui, l'attend? malheureusement. Et ça n'a jamais été le projet, d'accord? Et Et puis surtout, comment? surtout, on Puis peut la pas. question de l'eau. Pardon. Oui. Excuse-moi, Oui, non, je enfin, t'en prie, laisse. comment tu fais? Enfin, comment tu fais? Voilà. Ah, pardon. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Non, mais tu as tout à fait raison. Et Je puis, sais pas si j'ai raison, mais non, en non, tout mais en tout cas, cas, non, mais disons que penser à un État, à une solution à deux États, ça serait bien déjà que ceux qui le prônent reconnaissent les deux États, ce qui n'est pas du tout le déjà, cas. pour l'instant, il n'y a qu'un État, c'est l'État Il y a qu'un État, israélien. Donc, voilà. Et deuxièmement, comment peut-on envisager un État, enfin, une solution à deux États quand on n'a déjà pas résolu le problème de la colonisation et des réfugiés? voilà. C'est impossible. On peut pas. Mhm. Aucun Palestinien ne voudra maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il y a 30 ans, c'était possible, parce qu'Arafat avait suffisamment d'autorité, de charisme, pour imposer à son peuple des concessions dures. Mais aujourd'hui, qui peut le faire? Ah bah, Qui peut le faire? il y a un homme palestinien qui est dans les geôles Oui, palestiniennes. Berkouti, Voilà. oui. Et ça aussi, Mais quel est son projet aussi? On le connaît alors, pas. bah Tu connais? déjà, ce qui serait bien, c'est qu'il soit libéré. Ça, c'est Et certain. parmi ça aussi, dans les négociations qui ont été menées toute l'année, là, quand on parle de la question des otages, dans les négociations entre les différentes composantes, hein, donc l'un des premiers prisonniers dans la liste, hein, prioritaire euh, on parle du Hamas, mais il n'y a pas que le Hamas, hein, qui est dans les négociations, et il y a toute une coalition en fait de partis politiques Mhm. dans les négociations, et l'un des premiers, c'était lui, le Hamas, hein, alors que normalement c'est des opposants politiques, hein, demandait la libération de Marwan. Donc lui, Marwan Berkouti. voilà. Et là, c'est pour ça qu'on n'a plus trop de nouvelles de lui, hein. Il a été déplacé de prison en prison. Donc il y a cet homme-là, hein, qui fait, comment dirais-je, je vais pas L'unanimité, dire, on fait rarement pratiquement. l'unanimité, hein, mais en Oui, tout mais cas qui est porteur de, consensuel. voilà, exactement. Donc, mais il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement israélien pour l'instant, de toute façon, de libérer cet homme. Et puis de toute façon, pour l'instant, on n'y est même pas, quoi. Donc, voilà. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, je crois pas. Ben, disons que si tu as répondu à ma question, puisque la réponse est très difficile à trouver. Voilà. Et puis, Même la réponse est très difficile à trouver. Je suis, si je peux me permettre je t'en de prie. résumer ta pensée, c'est simplement supprimer cet État colonial pour tenter de trouver une autre voie euh, et, euh, comment dire, redonner du respect, des droits, de la justice
aux Palestiniens, en leur restituant bien sûr une dignité, un État et, une vie en sécurité. Oui, et puis surtout, peut-être un jour leur demander leur avis. Ce serait bien aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Géraldine, Merci à c'était toi. très intéressant. Moi, je pensais que c'était complexe, mais je pense que c'est tout à fait intéressant de se confronter à cette complexité, que ta parole est une parole rare et que je suis très content avec Artop TV de pouvoir la faire partager. Merci beaucoup à toi Merci et pour l'invitation aussi. merci. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de RTV et sur Instagram. Au revoir. Au revoir.